Bonjour et bienvenue. Avant de nous plonger dans les mystères du château de Brissac, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous indiquer en commentaire d'où vous nous regardez. Nous souhaitons connaître l'avis de tous ceux qui suivent cette histoire à travers le monde. Aujourd'hui, vous découvrirez une intrigue riche en secrets, en énigmes ancestrales et en rebondissements inattendus qui se déroulent dans l'une des demeures les plus fascinantes de France. Préparez-vous à découvrir comment passé et présent s'entremêlent et comment chaque personnage sera mis à l'épreuve en termes de courage, d'intelligence et d'éthique. Le château de Brissac se dressait tel un gardien silencieux dans la vallée, ses tours pointues perçant le ciel gris d'automne. Les murs, couverts de vignes sèches et de mousse, gardaient des siècles de secrets, certains murmurés par les vents nocturnes, d'autres dissimulés dans l'ombre des couloirs abandonnés. Mais c'est dans le grand hall, avec son sol de pierre polie et ses immenses tapisseries qui narraient des batailles et des intrigues, que se dévoilerait la véritable énigme. Clément Duval, historien et spécialiste d'architecture médiévale, arriva au manoir cet après-midi-là, à pas prudent. Il observa chaque détail, les hautes fenêtres étroites, les portes en chêne sculptées, l'odeur ancienne de bois et de cire. Rien, pensait-il, n'échapperait à son regard attentif. Il ne recherchait pas seulement la beauté ou le passé, Clément voulait des réponses sur les mystérieuses disparitions de visiteurs qui avaient tenté d'explorer les lieux. Les rapports de la police locale étaient vagues, presque condescendants, mais de vieux témoignages, remontant à plusieurs décennies, décrivaient des événements inexplicables, des chuchotements dans des pièces vides, des reflets de silhouettes qui n'avaient jamais existé, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes. En parcourant les couloirs, Clément remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter net. Une ombre allongée s'étirait sur la salle à manger. Il ne pouvait pas se tromper. La lumière de fin d'après-midi dessinait des contours précis, et pourtant la forme semblait flotter. Instinctivement, il s'approcha. Chaque pas résonna sur le sol de pierre, tel un avertissement. Un vent froid s'engouffra dans les fissures, éteignant la lumière qui filtrait par les fenêtres. Il déglutit difficilement, conscient que la frontière entre la raison et l'inexplicable s'amenuisait à chaque instant. À l'autre bout de la pièce, un homme émergea de l'ombre. François Lambert, l'actuel propriétaire du château, se tenait là, observant Clément d'un regard mêlant méfiance et résignation. Lambert avait hérité du manoir de ses prédécesseurs, mais ne s'y était jamais senti pleinement à l'aise. Des histoires de fantômes et de disparitions avaient toujours hanté sa famille, mais il n'avait jamais imaginé que quiconque oserait enquêter plus avant. Son regard grave portait à la fois le souvenir des secrets passés et la responsabilité de les préserver. « Tu ne devrais pas être ici », dit François d'une voix basse mais ferme, brisant le silence d'un ton presque menaçant. Clément resta impassible, sans répondre. Chaque geste était mesuré, chaque expression calculée. Ce qui l'avait amené au château de Brissac n'était pas la peur, mais un besoin viscéral de comprendre. Il savait que le danger était présent, non seulement dans les ombres qui semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, mais aussi dans les histoires qui avaient façonné ce lieu depuis des générations. Tandis que les deux hommes s'observaient, l'atmosphère changea. Un bruit métallique retentit dans un couloir latéral, suivi d'un silence pesant. François fronça les sourcils, mal à l'aise. Clément poursuivit sa route, guidé par une curiosité à la fois professionnelle et personnelle. Chaque pas l'enfonçait plus profondément dans l'histoire méconnue du château, mais le rapprochait aussi d'un secret susceptible de bouleverser toutes ses convictions sur la réalité et l'imagination. La vieille horloge murale, arrêtée depuis des décennies, se remit à tic-taquer irrégulièrement, comme si la maison elle-même respirait à nouveau. Une odeur de moisi se mêlait à un parfum ancien, entre bois brûlé et fleurs oubliées. Un frisson parcourut l'échine de Clément. Il n'explorait pas seulement un manoir historique, il pénétrait dans une énigme vivante, un récit qui se refusait à une lecture linéaire, et à cet instant, il comprit que la confrontation avec François ne serait pas son seul défi. Le château lui-même était un protagoniste silencieux, doté d'une volonté propre et d'histoires
qui se dévoilerait de manière inattendue. Le ciel commença à s'assombrir, charriant d'épais nuages qui masquaient l'horizon. Le manoir semblait absorber la lumière, rendant l'atmosphère de plus en plus oppressante. Chaque ombre paraissait receler un secret, chaque souffle du vent portait la promesse de révélations troublantes. Clément prit une profonde inspiration et décida que cette nuit ne s'achèverait pas sans qu'il ait découvert au moins une vérité. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que certaines vérités, une fois révélées, ne s'oublient jamais. Le château de Brissac n'était pas un simple édifice historique, c'était une véritable capsule temporelle. Chaque pièce, chaque couloir, chaque tour portait les marques de décennies de vie, de mort et de mystère. Les tapis usés par le temps et les meubles anciens racontaient des histoires silencieuses. La bibliothèque, avec ses étagères en bois sombre et ses livres imprégnés d'odeurs de poussière et de résine, abritait les archives de la famille Lambert, mais aussi des manuscrits évoquant des rencontres secrètes et d'anciennes alliances avec l'aristocratie française. Clément examinait chaque détail avec un œil clinique, non pas comme un touriste ou un simple chercheur. Il cherchait des schémas, des liens, les signes d'une narration qui transcendait le temps. François Lambert, malgré son apparence austère, portait les stigmates d'une enfance marquée par les traditions et les pressions familiales. Il avait grandi dans un milieu rigide, imprégné d'histoires d'honneur et de scandales passés. Pour lui, les murs de l'hôtel particulier n'étaient pas de simples témoins de l'histoire. Ils étaient les gardiens d'une responsabilité qui pesait lourdement sur des épaules trop jeunes pour porter un tel fardeau. Clément comprit, en observant le comportement de cet homme, que l'hôtel particulier façonnait les pensées et les actes de ceux qui y vivaient, imposant des limites invisibles et renforçant des codes de conduite quasi ancestraux. Entre les tours, la faible lumière de l'après-midi se reflétait sur les vitraux qui représentaient des épisodes de l'histoire de France, batailles entre rois et révoltes paysannes, cérémonies et intrigues nobles. Chaque vitrail projetait d'étranges ombres sur le sol, comme si des figures d'un autre temps se mouvaient aux côtés des visiteurs. François conduisit Clément au salon de musique, où d'anciennes partitions attendaient encore des mains capables de les jouer. Parmi les pièces baroques et les instruments rouillés, Clément comprit que chaque détail avait été minutieusement conservé, comme si le manoir lui-même tenait à préserver intacte sa mémoire, même si elle recelait des traumatismes et des secrets. Les personnages secondaires commençaient eux aussi à se dévoiler. Il y avait Jeanne, la gouvernante, qui alliait fermeté et délicatesse, connaissant chaque recoin du manoir et chaque histoire qui s'y rapportait. Jeanne observait Clément avec suspicion, mais aussi avec une sorte d'admiration contenue. Il semblait différent des précédents chercheurs. Un autre personnage, Marcel, le jardinier et héritier des anciens jardiniers de la famille Lambert, possédait une connaissance approfondie du domaine, des sentiers secrets et des tunnels oubliés, se révélant souvent plus utile que n'importe quelle vieille carte. Chacun détenait une part de l'énigme que représentait le château de Brissac. La France, le pays, s'insinuait aussi naturellement dans le récit, de petits détails, comme la présence de carnets à la calligraphie française ancienne, de cartes des régions proches d'Angers et de discrètes allusions aux révoltes paysannes du XVIIe siècle, montraient que l'histoire ne se déroulait pas dans un vide culturel. La gastronomie locale, l'odeur du pain frais d'une boulangerie voisine et les vignobles lointains qui dessinaient l'horizon contribuaient à créer un cadre palpable où passé et présent s'entremêlaient. Ces éléments influençaient directement les décisions des personnages, de François réfléchissant à la préservation du patrimoine familial, à Clément préparant ses investigations nocturnes. La relation entre Clément et François, bien que marquée par des tensions initiales, commença à s'approfondir. Chaque geste, chaque regard était empreint de méfiance, mais aussi de curiosité mutuelle. François, habitué aux apparences, trouva en Clément une force qui bousculait ses habitudes et sa vision du monde. Clément, de son côté,
commença à comprendre que le secret du château ne résidait pas seulement dans des documents ou des rapports. Il était dans les personnes qui y vivaient, dans les liens familiaux et dans les coutumes qui perpétuaient des histoires indicibles. De plus, le climat français, et notamment les vents froids qui balayaient la vallée au crépuscule, renforçaient ce sentiment d'isolement et de mystère. Le moindre bruit, une porte qui grince, des feuilles mortes emportées par le vent, était amplifié à l'intérieur du manoir, contribuant à la tension palpable. Le manoir n'était pas un simple décor. Il était un acteur à part entière, façonnant les émotions et les pressions de quiconque osait franchir ses portes. Alors que l'après-midi laissait place à la nuit, Clément sentait qu'il commençait à peine à percer l'énigme. Le château de Brissac, avec son architecture imposante et son histoire mystérieuse, semblait être un personnage à part entière, influençant les événements et les réactions humaines. Chaque pas en avant révélait une complexité nouvelle, et chaque ombre semblait porter en elle sa propre histoire. Il comprit que découvrir la vérité exigerait non seulement de la logique, mais aussi le courage d'affronter l'inattendu, une leçon qui se révélerait cruciale dans les chapitres suivants. La nuit tomba sur le château de Brissac avec une densité presque palpable. Les tours projetaient de longues ombres sur le jardin, qui ressemblait désormais à un labyrinthe de formes déformées. Clément, muni de vieilles lanternes et de quelques notes éparses, descendit le couloir principal, chaque pas résonnant intensément. Il sentait le manoir bouger avec lui, ou du moins, les ombres s'accordaient à ses gestes, comme si elles observaient chacune de ses décisions. Le premier obstacle surgit lorsque Clément tenta d'accéder à la bibliothèque dissimulée derrière un faux mur, découverte sur les vieilles cartes qu'il avait étudiées. La porte, hermétiquement fermée, refusa de céder. Aucun effort physique ne semblait suffisant. Il avait l'impression que la structure elle-même résistait à toute intrusion. François, observant la scène, garda ses distances, comme s'il ne souhaitait pas intervenir, mais son expression inquiète trahissait que, malgré tout, le manoir possédait une volonté propre. La tension entre eux s'intensifia. Clément refusait toute limitation, qu'elle soit physique ou surnaturelle. François craignait que la curiosité ne détruise des secrets transmis de génération en génération. Pendant ce temps, dans le salon de musique, d'étranges bruits commencèrent à s'intensifier. Un vieux piano jouait des notes isolées, douces mais parfaitement articulées, sans personne aux alentours. Clément ne se laissa pas submerger par la peur. Il enregistra chaque son, chaque mouvement, chaque détail. Il comprit que le véritable conflit n'opposait pas seulement lui à François, mais la raison à l'inexplicable, le besoin de savoir au respect des limites imposées par le manoir. Les personnages secondaires, Jeanne et Marcel, commencèrent à jouer un rôle déterminant. Jeanne, soucieuse de la sécurité de François, tenta de le convaincre de limiter l'accès de Clément aux zones dangereuses. Sa voix, ferme mais empreinte de bienveillance, créa de légères tensions entre François et Clément, instaurant une tension émotionnelle qui dépassait le simple mystère du manoir. Marcel, quant à lui, connaissait des passages secrets dans les jardins, des galeries souterraines que peu osaient explorer. Lorsqu'il conduisit Clément à travers un étroit tunnel, ils découvrirent d'anciennes inscriptions sur les murs, des symboles ne correspondant à aucun alphabet connu, renforçant ainsi l'aura de mystère. Entre-temps, François commença à se confronter aux souvenirs du passé. De vieux documents, des lettres de famille et des journaux intimes d'ancêtres firent ressurgir des révélations troublantes, disparitions d'ouvriers, récits d'événements inexpliqués et décisions prises par ses prédécesseurs pour préserver l'honneur familial. Chaque découverte exacerba le conflit intérieur du propriétaire. Devait-il protéger les secrets ou laisser Clément les révéler? La tension émotionnelle atteignit un tel niveau que François douta de sa propre santé mentale, tant le manoir semblait amplifier ses doutes et ses craintes. Le premier rebondissement majeur survint lorsque Clément découvrit une lettre datée de 1865, dissimulée dans une cloison de la bibliothèque. La lettre laissait entendre l'existence d'une pièce secrète renfermant des documents qui expliqueraient toutes les disparitions liées au manoir.
Mais en cherchant cette pièce, Clément s'aperçut que chaque couloir semblait changer d'emplacement. Les vieux plans et cartes ne correspondaient plus à la réalité physique de la maison. C'était comme si le manoir était vivant, réagissant à la présence d'intrus et façonnant des obstacles au fil du récit. Le suspense s'intensifiait à chaque pas. Des vents hurlants s'engouffrèrent par les fissures, soulevant rideaux et feuilles mortes. Chaque bruit, chaque ombre était interprété comme un avertissement. François, à contre-cœur, décida qu'il était temps de révéler une partie de ses connaissances sur les tunnels et les passages secrets. Mais même ainsi, sa réticence engendra de nouvelles tensions. Le conflit ne résidait pas seulement dans les murs et les couloirs, mais dans la relation complexe entre curiosité, peur et responsabilité. Au terme de la nuit, Clément se retrouva face à son plus grand obstacle, une pièce fermée par une porte sans clé apparente, verrouillée par d'anciens mécanismes. La pièce exhalait une atmosphère d'antiquité et de mystère. En poussant la porte, il entendit un clic métallique, puis un bruit derrière lui le figea. François n'était plus à ses côtés. Il était seul. L'absence du propriétaire accentua la vulnérabilité de Clément et renforça le conflit central. Percer l'énigme du château impliquait d'affronter à la fois les secrets matériels et les complexités humaines sous-jacentes. L'escalade du conflit s'accompagna de transformations subtiles chez les personnages. Clément cessa d'être un simple enquêteur méticuleux. Il commença à réagir instinctivement, percevant des schémas que la raison ne pouvait expliquer. François, quant à lui, se trouva confronté au dilemme de protéger sa famille ou de laisser la vérité éclater. Jeanne et Marcel, tels des catalyseurs, firent basculer les décisions et révélèrent des aspects cachés de l'intrigue. Chaque interaction, chaque décision amplifiait le conflit, rendant impossible toute solution simple. Ainsi, le manoir n'était plus un simple décor, il était devenu une force agissante, façonnant les événements, créant des obstacles et révélant les faiblesses. L'énigme de Brissac, jusque-là immuable, devenait désormais imprévisible et vivante, obligeant tous les personnages à affronter l'inattendu, tandis que le lecteur se trouvait de plus en plus immergé dans un récit mêlant réalité, histoire et mystère. Au fil de la nuit, le château de Brissac semblait respirer à son propre rythme et les ombres s'épaississaient, devenant plus imprévisibles. Les tensions déjà présentes entre Clément et François s'étendirent à d'autres personnages, tissant des intrigues secondaires qui s'entremêlaient à l'énigme centrale. Jeanne, la gouvernante, prit de l'assurance et révéla avoir accès à de vieux journaux intimes et à des notes relatant des événements étranges et des disparitions inexpliquées. Mais ses motivations n'étaient pas purement altruistes. En partageant ces informations, elle mettait la confiance de François à l'épreuve, cherchant à préserver l'intégrité du château sans renoncer au contrôle que lui conférait sa position. Pendant ce temps, Marcel, le gardien, était confronté à ses propres dilemmes. Fin connaisseur des tunnels et des passages secrets, il percevait des signes que Clément ignorait. Silencieusement, il transmettait des messages codés, offrant des indices subtils susceptibles de mener à la découverte de la pièce secrète, mais mettant en même temps à l'épreuve le courage de Clément. La dynamique entre eux engendrait une tension constante. Chaque pas en avant exigeait des décisions rapides, et chaque erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles, non seulement pour les personnages, mais aussi pour le mystère même qui entourait le château. François se trouvait tiraillé. L'urgence de préserver la réputation familiale contrastait avec la nécessité d'affronter le passé. Chaque révélation partielle du château mettait au jour non seulement d'anciens secrets, mais aussi de profondes blessures émotionnelles. Il commençait à comprendre que ses actions, des décisions concernant la conservation des documents anciens à la restriction d'accès aux passages secrets, influaient directement sur le cours de l'énigme. Ces réticences créaient de nouveaux obstacles pour Clément, mais accentuaient aussi la complexité du conflit, transformant leur relation en un équilibre fragile entre méfiance et collaboration forcée. Des intrigues secondaires supplémentaires ont émergé des éléments historiques et culturels de la région,
Des documents anciens faisaient référence aux rivalités locales entre familles aristocratiques qui s'étaient disputées le pouvoir au XVIIe siècle. Ces tensions historiques résonnaient encore dans le présent, influençant les décisions et les craintes des personnages. Chaque indice découvert par Clément semblait non seulement révéler le passé du manoir, mais aussi confronter les protagonistes à des dilemmes éthiques et moraux, comme le choix entre protéger des secrets de famille ou rechercher la vérité absolue. La pression du temps intensifia le rythme du récit. Des orages nocturnes commencèrent à balayer la région, isolant le château de tout secours extérieur. Chaque couloir devenait plus dangereux, et la nécessité d'avancer vite exacerba les tensions entre les personnages. De petits incidents, des portes qui se verrouillaient toutes seules, des bruits de pas dans des espaces vides, des instruments anciens qui semblaient bouger, créaient un sentiment d'urgence constant. Clément comprit que le temps ne faisait pas que s'écouler. Il devenait un personnage invisible, imposant des contraintes à la prise de décision et amplifiant les risques. Parallèlement, des relations humaines plus subtiles commencèrent à se tisser. Jeanne, bien que fidèle à François, ressentait une affinité silencieuse avec Clément, reconnaissant en lui la détermination et le courage qui avaient fait défaut à nombre d'enquêteurs précédents. Marcel, quant à lui, était confronté à des dilemmes moraux, se demandant s'il devait révéler toute la vérité ou protéger des secrets susceptibles de détruire des réputations et des vies. Ces interactions, même non explicites, ajoutaient une profondeur à l'intrigue, maintenant le lecteur en haleine, attentif aux moindres gestes et aux moindres dialogues indirects. Un autre élément crucial fut la découverte de passages interconnectés entre les différentes parties du château, formant des labyrinthes secrets connus de quelques initiés seulement. Chaque couloir révélait des inscriptions énigmatiques, des symboles d'anciennes familles et des signes laissant présager des histoires d'intrigue, de trahison et de disparition. Le lien entre ces découvertes et les personnages secondaires permettait à chaque action d'avoir des répercussions immédiates, intensifiant ainsi le récit et renforçant l'imprévisibilité de l'intrigue. Au cœur de la nuit, un événement inattendu se produisit. Clément découvrit des indices laissant penser qu'un passage secret était surveillé, peut-être par François ou un inconnu. Ce soupçon ajouta une tension émotionnelle palpable, suggérant que les personnages n'étaient plus seulement confrontés au mystère du château, mais aussi à la surveillance et à la manipulation. Le conflit n'était plus seulement physique, il était devenu psychologique, exigeant prudence, stratégie et la capacité de décrypter les intentions cachées. Les intrigues secondaires, par conséquent, non seulement complétaient l'histoire principale, mais l'intensifiaient. Chaque personnage était mis à l'épreuve à de multiples niveaux, moral, émotionnel, intellectuel, et le château, avec ses couloirs et ses secrets, agissait comme un catalyseur pour ces expériences. Le lecteur est amené à comprendre que la véritable énigme de Brissac ne réside pas seulement dans les documents ou les passages secrets, mais dans les relations humaines complexes qui façonnent, dissimulent et révèlent peu à peu la vérité, maintenant le suspense et préparant le terrain pour le dénouement imminent. L'aube baignait le château de Brissac d'une lumière grise, mais une atmosphère pesante persistait, comme si le manoir pressentait un événement imminent. Clément, épuisé par ses nuits d'exploration et de découverte, sentait qu'il approchait du cœur du mystère. Les passages secrets, les symboles énigmatiques et les objets anciens laissaient présager une révélation majeure. Une révélation qui bouleverserait à jamais sa vision du château et de ses habitants. C'est Jeanne qui, par hasard, déclencha le bouleversement. En rangeant de vieux documents dans la bibliothèque principale, elle découvrit une lettre non cataloguée, adressée à François par un ancêtre direct datant du XIXe siècle. La lettre mentionnait explicitement une chambre interdite, qui recelait la vérité sur toutes les disparitions et les événements mystérieux liés au château de Brissac. Mais un détail encore plus troublant s'y trouvait.
La lettre suggérait que la clé de cette chambre ne résidait pas dans un objet matériel, mais dans une suite d'actions précises que deux membres de la famille, de confiance, devaient accomplir simultanément. Cette information changea instantanément la dynamique entre les personnages. Clément comprit qu'il ne pouvait pas avancer seul. François et lui allaient devoir coopérer malgré leur méfiance grandissante. Lorsque François reçut la lettre, son visage se durcit. Il n'avait jamais imaginé que les secrets de sa famille fussent si complexes et dangereux. Le poids de la responsabilité ancestrale pesait sur ses épaules, l'obligeant à affronter non seulement le passé, mais aussi la nature même de l'héritage qu'il avait reçu. Son hésitation initiale fit place à l'urgence. Il devait maîtriser le cours de l'enquête pour éviter que des vérités compromettantes ne soient révélées imprudemment. La tension entre protéger sa famille et permettre à Clément de découvrir la vérité devint insoutenable. Le premier défi pratique se présenta lorsque Clément et François tentèrent d'exécuter la séquence décrite dans la lettre. Chaque geste exigeait une précision extrême. Déplacer des objets, toucher des symboles spécifiques et activer des mécanismes à des moments précis. Une erreur pouvait bloquer définitivement l'accès à la pièce secrète ou déclencher des conséquences imprévisibles. Le manoir semblait réagir au moindre mouvement. Les portes grincèrent d'elles-mêmes, les planchers gémissaient et des ombres s'étiraient de façon inquiétante. C'était comme si le château de Brissac lui-même mettait à l'épreuve la détermination et le courage de ceux qui osaient l'explorer. Alors qu'ils s'apprêtaient à exécuter la séquence, un bruit inattendu les interrompit. Marcel surgit du couloir souterrain, essoufflé, les avertissant qu'un orage approchait et que la structure ancienne du château risquait d'être fragilisée s'il restait trop longtemps à l'intérieur. Le temps, jusque-là secondaire, devint crucial. Chaque minute comptait, faisant monter la tension et obligeant les personnages à agir avec rapidité et précision. L'énigme n'était plus seulement intellectuelle ou historique, c'était devenu une course contre la montre, ajoutant une dimension de suspense à la fois physique et psychologique. Et puis, soudain, cela se produisit. En alignant correctement les symboles sur le mur principal du hall, un mécanisme secret s'activa, révélant une porte cachée qui, jusque-là, semblait inexistante. Un léger craquement résonna dans le couloir et un courant d'air froid envahit le hall. Clément frissonna. Il était sur le point de franchir un seuil que personne n'avait franchi depuis des décennies, peut-être des siècles. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une minuscule pièce, éclairée par de vieilles bougies encore allumées, comme si elle attendait l'arrivée de quelqu'un digne de voir ce qu'elle recelait. À l'intérieur, les documents, les journaux intimes et les objets révélaient un tableau saisissant. Les disparitions, qui semblaient jusque-là aléatoires ou surnaturelles, étaient liées à des conflits internes au sein de la famille Lambert, impliquant trahison, héritage contesté et secrets gardés de force. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inattendu. Les archives indiquaient que François n'était pas seulement l'héritier d'un domaine historique, il portait également une responsabilité directe dans ces événements mystérieux, conséquence des décisions prises par ses prédécesseurs. Cette révélation bouleversa profondément sa vision du monde. L'homme qui jusque-là semblait n'être qu'un protecteur réticent du manoir devint inévitablement partie intégrante de l'énigme que Clément s'efforçait de percer. Clément, de son côté, comprit que tous les efforts, tous les risques pris ne visaient pas seulement à exhumer d'anciens secrets, mais aussi à affronter la complexité humaine qui les sous-tendait. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte matérielle de la pièce ou des documents, mais dans la prise de conscience que le conflit central transcendait les murs et les passages secrets. Il touchait à la loyauté, à la morale, à la responsabilité et à la frontière ténue entre vérité et protection familiale. À l'approche de la tempête, les 4 personnages, Clément, François, Jeanne et Marcel, comprirent que plus rien ne serait comme avant. L'énigme du château de Brissac, jusque-là un mystère extérieur, devint personnel, influençant leurs émotions, leurs décisions et leurs relations. Désormais,
Chaque choix aurait des répercussions directes sur le dénouement, faisant naître une attente intense, celle d'un événement encore plus surprenant. La découverte de la pièce secrète imprégna le château de Brissac d'une tension presque palpable. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sinueuses sur les murs couverts de manuscrits anciens et d'objets précieusement conservés depuis des générations. Clément demeura immobile quelques secondes, absorbé par l'ampleur de la découverte. Chaque document, chaque inscription, n'était pas un simple récit historique, c'était la preuve d'intrigues familiales, de trahisons et de secrets jalousement gardés. Il comprit que le manoir n'était pas seulement le théâtre d'un mystère, il était le témoin vivant des conséquences des décisions humaines à travers les siècles. François ressentit plus intensément le poids de la révélation. La responsabilité qui pesait sur lui n'était pas seulement historique, elle était profondément ancrée dans sa propre vie. Des documents prouvaient que ses prédécesseurs avaient commis des erreurs ayant entraîné des disparitions, et que lui, en tant qu'héritier, avait l'obligation morale d'affronter ces vérités. Son attitude initialement défensive commença à s'estomper, laissant place à une tension palpable qui se traduisait par des gestes nerveux et des regards absents. Il devait agir, mais il ne savait comment concilier la protection de sa famille et la révélation de la vérité. Chaque choix semblait engendrer de nouvelles conséquences, amplifiant le conflit déjà existant. Jeanne, observant la scène, comprit que son intervention pouvait être décisive. Elle savait que François hésiterait et que Clément aurait besoin d'être guidé pour interpréter correctement les documents et les inscriptions. Avec une fermeté contenue, elle s'approcha, distillant des indices subtils sur la manière de relier chaque découverte historique aux actions humaines qui ont façonné le manoir. Sa participation devint essentielle. Elle ne se contenta pas de faciliter les échanges entre François et Clément, mais joua également un rôle de catalyseur dans les décisions, veillant à ce que le dénouement de l'énigme reste ancré dans la réalité des événements. Marcel, de son côté, commença à agir avec plus d'autonomie. Conscient des dangers que pouvait engendrer la tempête imminente, il suggéra de renforcer certains passages et de protéger certaines parties fragiles du château. De plus, il se mit à remettre en question, en silence, la moralité de François, se demandant si la famille devait préserver certains secrets pour éviter de futures tragédies. Chacune des réactions de Marcel ajoutait une tension au sein du groupe, soulevant des dilemmes éthiques qui dépassaient la simple découverte de faits historiques. L'impact de ce tournant se manifesta également dans les relations entre les personnages. Clément comprit que collaborer avec François ne serait pas chose aisée. La méfiance accumulée au fil des nuits d'enquête exigeait une grande prudence et une intention claire pour chaque geste. Les interactions, auparavant superficielles, se chargèrent de sous-entendus où silence et regard recelaient des significations profondes. Le conflit central, jusque-là centré sur le manoir et l'énigme, englobait désormais la complexité émotionnelle et morale de chaque individu. De plus, les documents et passages révélés ont introduit de nouvelles tensions narratives. Certains témoignages indiquaient que des tiers pouvaient observer ou intervenir dans les événements, suggérant que les secrets du château n'étaient pas isolés mais liés à des intérêts extérieurs. Cette impression de surveillance, réelle ou supposée, a accru la pression sur chacun, rendant chaque décision potentiellement décisive pour le déroulement de l'histoire. La tempête finit par s'abattre sur le manoir, frappant violemment ses fenêtres et ses grilles, rappelant brutalement la vulnérabilité du groupe. Le vent hurlait dans les couloirs, emportant avec lui des feuilles mortes et le grincement inquiétant des portes. Chaque mouvement devait être mûrement réfléchi, chaque décision prise en sachant que la moindre erreur pouvait entraîner des dégâts irréversibles, non seulement pour le château, mais aussi pour les personnages eux-mêmes. La tension physique renforçait la tension émotionnelle, créant un climat où passé, présent et conséquences immédiates s'entremêlaient.
Pendant que Clément examinait les documents et que François s'efforçait d'assumer la responsabilité héritée, Jeanne et Marcel coordonnaient les actions pratiques et stratégiques, veillant à ce que chaque étape contribue à faire progresser le récit sans jamais compromettre la sécurité et l'intégrité du groupe. La complexité du moment transforma chacun, révélant le poids du passé sur leur choix présent. Ce tournant révéla non seulement d'anciens secrets, mais remodela également la dynamique du groupe et accéléra l'évolution de chaque personnage. Clément devint plus stratégique, François plus conscient de sa responsabilité historique, Jeanne une médiatrice indispensable et Marcel un observateur critique et décisif. L'histoire, qui jusque-là s'était attachée à résoudre l'énigme matérielle, progressa désormais avec une intensité émotionnelle, éthique et psychologique, préparant le terrain pour les défis à venir et pour le développement du parcours du protagoniste face à l'adversité. Après la tempête de la nuit précédente, le château de Brissac paraissait encore plus imposant et silencieux, comme s'il avait absorbé les événements récents et préparé une nouvelle épreuve pour ceux qui oseraient s'aventurer dans ses couloirs. Clément, encore sous le choc des découvertes faites dans la chambre secrète, sentait que sa compréhension du manoir et de ses habitants devait évoluer. L'enquête ne consistait plus seulement à déchiffrer des énigmes historiques, il s'agissait aussi de se confronter à ses propres limites et d'apprendre à faire confiance, même lorsque la méfiance semblait la plus sûre. Le premier défi surgit lorsque Clément tenta de relier les différents symboles et inscriptions de la pièce secrète aux anciennes cartes du manoir. Il comprit qu'il existait des schémas, mais les déchiffrer exigeait patience, observation méticuleuse et la collaboration de François. Auparavant, Clément ne s'appuyait que sur son propre raisonnement. Désormais, il devait admettre que certaines réponses ne se révéleraient qu'avec la participation active d'autrui, ce qui imposait humilité et adaptabilité. Chaque tentative pour relier les indices et mener les actions adéquates le força à évoluer, à apprendre à concilier logique et intuition. François, quant à lui, dut surmonter la peur et la réticence à affronter son propre héritage familial. Il commença à comprendre que protéger les secrets ancestraux impliquait non seulement de garder le contrôle, mais aussi d'assumer la responsabilité des conséquences des actes passés. La transformation fut progressive. À chaque conseil judicieux donné à Clément, à chaque indication sur les passages secrets, il consolida une nouvelle posture de leadership conscient, plus ouvert au dialogue et à la coopération, sans pour autant relâcher sa prudence. Jeanne a joué un rôle déterminant dans la résolution des énigmes du groupe. Forte de son expérience et de sa connaissance approfondie du manoir, elle a guidé Clément et François dans les moments critiques, les aidant à comprendre que la résolution de ces énigmes exigeait bien plus que de l'intelligence. Il fallait du courage, la capacité de prendre des décisions sous pression et une confiance mutuelle. Elle a également commencé à s'ouvrir davantage, révélant des aspects de son histoire et de ses motivations, ce qui a renforcé les liens entre les personnages et rendu leur collaboration plus efficace. Observant les progrès des autres, Marcel adopta une attitude plus proactive. Il suggéra des stratégies pour explorer les zones inconnues du manoir, supervisant méticuleusement leur mise en œuvre. Son interaction avec Clément et François ne se limitait plus à les guider physiquement, mais visait à encourager des décisions judicieuses, à anticiper les risques et à transformer chaque erreur potentielle en une leçon. Marcel devint ainsi un mentor discret et critique, dont l'expertise était indispensable à la progression du groupe. Le château, comme toujours, continuait de mettre chaque personnage à l'épreuve. Des couloirs autrefois familiers semblaient changer de direction, des portes et des passages secrets se comportèrent de manière imprévisible, et chaque bruit ou ombre pouvait indiquer un danger réel ou imaginaire. Clément, réalisant que le manoir réagissait à ses actions et à ses décisions, commença à développer un sens plus aigu de l'environnement et de l'analyse des risques. Il apprit à interpréter des signes subtils. Un craquement dans le plancher, un rideau qui bouge sans vent, transformant de petits détails en indicateurs essentiels pour la prise de décision. Au fil de leur progression,
de nouveaux dilemmes éthiques surgirent. Des documents découverts indiquaient que certaines révélations pouvaient nuire à des personnes encore vivantes, issues de lignées qu'il fallait préserver et protéger. Clément dut se confronter à la question: fallait-il toujours révéler la vérité absolue, ou existait-il des circonstances où le silence était plus sûr? Cette réflexion, bien que silencieuse, nourrit sa croissance morale, lui faisant comprendre que surmonter les épreuves ne se limitait pas à la maîtrise physique ou intellectuelle, mais impliquait également une maturité émotionnelle et éthique. La coopération entre François et Clément s'est muée en un partenariat fondé sur le respect et la confiance, un partenariat toutefois soigneusement équilibré. Chaque énigme résolue, chaque passage secret franchi sans encombre a contribué à l'évolution du protagoniste. Clément, autrefois chercheur solitaire et calculateur, est devenu un leader adaptable, capable d'intégrer connaissances historiques, observations empiriques et aptitudes relationnelles. Sa transformation transparaissait dans ses gestes, sa manière de communiquer ses découvertes, de réagir face aux obstacles et de soutenir François et les autres membres du groupe. L'apogée de cette évolution fut mise à l'épreuve lorsque Clément dut prendre une décision rapide concernant la séquence finale d'action qui permettrait de révéler une autre partie secrète du château. Sans temps pour une réflexion approfondie, il s'en remit à son intuition, à ses connaissances acquises et à la collaboration de François. La réussite de cette mission permit non seulement de mettre au jour de nouvelles preuves historiques, mais aussi de consolider la transformation du protagoniste, sa capacité à agir sous pression en faisant preuve d'un équilibre subtil entre courage, savoir et confiance en autrui. Au terme de la journée, le groupe, épuisé mais visiblement transformé, était réuni dans le grand hall. Clément avait surmonté l'obstacle de ne compter que sur lui-même. François avait assumé la responsabilité de son héritage et son poids moral. Jeanne et Marcel avaient consolidé leur rôle de médiateur et de guide, et le château semblait enfin reconnaître la capacité du groupe à gérer ses secrets sans les détruire. Le château de Brissac demeurait énigmatique, mais les personnages étaient désormais prêts à affronter l'avenir avec courage, intelligence et résilience. Ce matin-là, le château de Brissac s'éveilla sous un épais brouillard, ses tours émergeant d'une mer de cendres et d'humidité. L'atmosphère pesante n'était pas seulement météorologique. Chaque couloir, chaque pièce, chaque ombre semblait murmurer d'anciens souvenirs, présageant un événement important. Clément et François, désormais unis par une confiance hésitante, savaient que les découvertes faites jusqu'alors ne suffisaient pas. L'énigme n'était pas encore totalement résolue, et chaque avancée exigeait précision, courage et stratégie. Les intrigues secondaires commencèrent à s'entremêler plus explicitement. Jeanne se consacra au catalogage de documents et de notes épars, traduisant d'anciens passages qui recelaient des indices cruciaux sur l'emplacement d'artefacts importants et de passages jusque-là inconnus. Sa présence devint essentielle, non seulement comme médiatrice, mais aussi comme mentor discret, veillant à ce que François et Clément ne perdent pas de vue des détails susceptibles de compromettre toute l'enquête. Marcel, de son côté, renforça la vigilance dans les tunnels et les couloirs secondaires, anticipant les dangers et préparant des itinéraires alternatifs au cas où le manoir mettrait à nouveau le groupe à l'épreuve. Le temps, comme toujours, était un ennemi constant. Les vents violents et les averses intermittentes faisaient craquer la structure du château, rappelant que l'espace physique présentait lui aussi des risques immédiats. Chaque passage exploré exigeait de la prudence, et chaque mouvement devait être parfaitement synchronisé. Le groupe apprit à travailler en parfaite harmonie. Clément prenait des décisions rapides, François supervisait les stratégies, Jeanne guidait les interprétations historiques et Marcel veillait à la sécurité. Le rythme accéléré créait une tension croissante, préparant le lecteur au moment culminant. Entre-temps, de nouvelles révélations ont émergé. De vieilles cartes retrouvées dans les archives révélaient des passages secrets menant à des chambres inexplorées depuis des décennies.
Certains documents indiquaient que ces espaces recelaient des preuves susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire du château de Brissac, dévoilant des secrets de famille, d'anciens conflits et des choix moraux controversés. L'espoir de découvrir ces informations accentuait la pression sur les personnages, car la moindre erreur pouvait non seulement compromettre la mission, mais aussi causer des dommages irréversibles à leur bien-être physique et émotionnel. La dynamique entre les personnages s'intensifia. Clément, habitué à travailler seul, dut apprendre à déléguer et à faire pleinement confiance aux compétences de François, Jeanne et Marcel. François, auparavant réticent et sur la défensive, commença à prendre des décisions stratégiques avec clarté et assurance, comprenant que protéger les secrets de famille ne signifiait pas empêcher la découverte de la vérité, mais diriger le groupe avec responsabilité. Jeanne et Marcel, quant à eux, agissaient comme des piliers discrets, conciliant action et analyse et anticipant les conséquences possibles de chaque décision. Le château lui-même semblait pressentir le dénouement imminent. Des portes, jusque-là immobiles, s'ouvrirent presque de façon calculée. Des couloirs jadis énigmatiques s'entr'ouvrirent, et la lumière naturelle filtrant par les fenêtres projetait des ombres suggérant des directions à suivre. L'espace semblait modeler le récit, accentuant l'urgence et offrant des indications subtiles, mais décisives, sur les étapes suivantes. Chaque personnage sentait qu'il était sur le point de franchir le seuil final de l'énigme. Les derniers échanges avant le dénouement ont également instauré une tension émotionnelle. François a dévoilé des fragments de souvenirs familiaux qui ont permis de replacer les choix et les décisions passées dans leur contexte. Clément a compris que la vérité du château ne résidait pas seulement dans les objets ou les passages, mais aussi dans la compréhension des conséquences des actes humains et du poids des responsabilités héritées. Jeanne et Marcel, forts de leur expérience, ont servi de point d'ancrage, veillant à ce que chaque décision soit éclairée et chaque étape soigneusement calculée. Finalement, la tension atteignit son paroxysme, tandis que le groupe s'apprêtait à accéder au dernier passage secret. Chacun savait que leur découverte pourrait bouleverser leur compréhension de l'histoire du château de Brissac, des familles impliquées et de la nature même de l'énigme qui les entourait. Chaque personnage assuma son rôle. Clément mena avec détermination, François supervisa avec responsabilité, Jeanne guida par son savoir, et Marcel protégea avec une vigilance extrême. La convergence de tous les éléments, physiques, historiques, émotionnels et moraux, créa une atmosphère de tension extrême, annonçant le point culminant du récit. Plongé au cœur de la complexité des relations, des intrigues secondaires et du décor, le lecteur comprit que chaque détail, chaque ombre, chaque action avait un poids décisif. Le moment de révéler les secrets les plus profonds du manoir approchait, et le château de Brissac semblait plus vivant que jamais, prêt à défier, éprouver et révéler la vérité de façon surprenante. Le château de Brissac semblait respirer. Le dernier couloir à explorer s'ouvrit lentement, dévoilant un escalier étroit qui descendait vers une chambre souterraine totalement inconnue. La tension était palpable. Clément, François, Jeanne et Marcel avançaient à pas mesurés, attentifs au moindre bruit, à la moindre ombre projetée. Ils avaient le sentiment qu'à tout moment, le manoir pouvait surgir, mettant leur courage et leur discernement à rude épreuve. En atteignant la chambre, les 4 hommes se retrouvèrent dans une salle circulaire, éclairée par d'anciennes torches et remplie de documents, d'artefacts et d'inscriptions datant de plusieurs siècles. Mais ce n'était pas seulement le contenu historique qui les impressionnait. Des signes évidents indiquaient qu'une personne était passée récemment, déplaçant papiers et objets. La présence d'une troisième force, inconnue, accentuait la tension. Clément sentait que chaque action aurait des conséquences immédiates et que le conflit ne se limitait pas à un duel entre lui et François, mais opposait également les mystères encore enfouis du château à un observateur invisible. Pour la première fois, François prit une décision ferme. Il conduisit Clément vers les objets les plus pertinents,
révélant des liens entre le passé de la famille Lambert et des disparitions inexpliquées, ainsi que des intrigues historiques. Chaque document découvert soulignait la complexité morale de l'histoire. Les ancêtres avaient commis de graves erreurs, et François devait désormais choisir entre protéger ses secrets ou laisser la vérité éclater. Le poids de la responsabilité personnelle pesait sur lui comme jamais auparavant. En examinant les archives, Clément remarqua un élément qui allait bouleverser l'enquête. Parmi les documents figuraient des journaux intimes qui laissaient entendre que certaines apparitions et phénomènes étranges n'étaient ni de simples légendes, ni des accidents, mais des tentatives délibérées de manipuler et de protéger des secrets de famille. Le tournant fut inattendu. Le mystère du château résidait non seulement dans son architecture ou ses documents anciens, mais aussi dans des actions humaines savamment orchestrées sur plusieurs générations. Ce moment décisif devint alors le véritable point culminant, la révélation que l'énigme était autant psychologique qu'historique. Soudain, un bruit métallique résonna dans le hall. Marcel, aux aguets, remarqua une porte latérale qui s'ouvrait. Un inconnu apparut, quelqu'un qui semblait avoir suivi le même chemin, mais avec des intentions obscures. La tension était à son comble. Clément et François se positionnèrent stratégiquement, tandis que Jeanne et Marcel assuraient la couverture et la surveillance. L'échange fut bref, mais intense. L'intrus révéla une connaissance approfondie du château et des faiblesses humaines que le groupe pouvait exploiter. Le choc et la menace imminente intensifièrent l'action, obligeant les protagonistes à réagir promptement. La résolution du conflit central exigeait une coopération maximale. Clément interprétait les symboles et les instructions présents dans la salle, tandis que François activait d'anciens mécanismes ouvrant des compartiments secrets et révélant des documents clés. Jeanne organisait les informations, mettant en lumière les liens qui auraient pu échapper à l'attention dans le chaos ambiant, et Marcel coordonnait la défense contre toute ingérence extérieure. Chaque geste devait être précis, chaque décision immédiate, et la pression ne tolérait aucune hésitation. Le point culminant fut la découverte finale. Une pièce centrale renfermant des archives qui éclairaient non seulement les disparitions et les événements mystérieux, mais aussi les erreurs et les choix éthiques de la famille Lambert au fil des siècles. Cette révélation fut à la fois bouleversante et transformatrice. Clément comprit que la vérité résidait non seulement dans les faits, mais aussi dans l'interprétation et la responsabilité de celui qui les découvrirait. François, quant à lui, accepta enfin que protéger la famille ne signifiait pas dissimuler le passé, mais comprendre et assumer les conséquences des actes ancestraux. Jeanne et Marcel comprirent que leur dévouement et leur connaissance étaient indispensables pour que la vérité puisse émerger de manière ordonnée et sereine. Le château, qui jusque-là semblait hostile et imprévisible, parut reconnaître le courage et l'intelligence du groupe. Portes et passages, auparavant récalcitrants ou énigmatiques, s'alignèrent à présent comme pour faciliter la sortie et la documentation de l'histoire découverte. La tension retomba peu à peu, mais l'impact émotionnel et psychologique demeura intense. Chacun avait été confronté non seulement à des défis physiques et historiques, mais aussi à de profonds dilemmes moraux et éthiques. Au dernier moment, Clément sentit sa transformation achevée. Il n'était plus seulement un enquêteur déterminé, il était devenu un observateur et un interprète du passé capable d'harmoniser raison, émotion et morale. François s'affirma comme un leader conscient, assumant ses responsabilités et faisant preuve de courage face à des vérités familières. Jeanne et Marcel consolidèrent leur rôle de médiateurs et de protecteurs, veillant à ce que le savoir soit utilisé de manière responsable. L'énigme du château de Brissac était enfin dévoilée, mais d'une façon inattendue, prouvant que le mystère avait toujours résidé à la fois dans les personnes et dans le lieu lui-même. Le point culminant a non seulement résolu le conflit central, mais a aussi consolidé l'évolution de chaque personnage, préparant le terrain pour la conclusion surprenante qui allait suivre. Le manoir,
avec tous ses secrets et ses histoires, restait imposant, mais il avait désormais reconnu que les protagonistes étaient capables d'affronter leur passé et de faire éclater la vérité, transformant à jamais la perception que chacun avait du château de Brissac. Le silence qui enveloppa le château de Brissac après le dénouement était profond et pourtant chargé de sens. Chaque couloir, chaque pièce, chaque ombre semblait avoir absorbé les récentes découvertes, comme si le manoir reconnaissait que ses secrets avaient enfin été mis au jour. Clément, contemplant la salle centrale, ressentit un mélange de soulagement et de respect. La vérité était désormais consignée, comprise et surtout respectée. François demeurait à proximité, pensif. Le poids de la responsabilité qu'il avait jadis accablé s'était mué en une acceptation consciente. Il savait que les erreurs et les secrets de ses prédécesseurs ne pouvaient être effacés, mais ils étaient désormais clairs et contextualisés. Le poids de l'héritage, porté en silence auparavant, était devenu une force de réflexion et d'apprentissage, permettant à la famille Lambert de poursuivre son histoire avec une conscience et une transparence accrues. Jeanne et Marcel, témoins de la transformation de Clément et François, eurent la confirmation que leur rôle avait été crucial. Jeanne, grâce à son talent d'interprétation et d'organisation des archives, avait permis à chaque détail de prendre sens, guidant les décisions et prévenant les erreurs. Marcel, par son expérience et sa vigilance, avait assuré l'intégrité physique et stratégique du groupe. Tous deux comprenaient que leur contribution n'était pas seulement fonctionnelle, mais aussi symbolique. Ils étaient les gardiens de l'équilibre entre passé et présent, entre secret et vérité. Clément se révéla alors un protagoniste transformé. Son parcours, né de la curiosité et de l'investigation, l'amena à comprendre profondément que le mystère et l'histoire ne sont pas des entités isolées. Ils sont intimement liés au choix humain, à l'éthique et à la responsabilité. Il apprit à agir sous pression, à faire confiance à autrui, à interpréter des signes complexes et à concilier courage et prudence. Le dépassement d'épreuves physiques, émotionnelles et morales consolida son évolution, démontrant au lecteur que la véritable victoire réside dans la maturité et la sagesse acquise. Le château de Brissac, toujours imposant et énigmatique, était devenu moins menaçant. Les couloirs, qui semblaient auparavant se mouvoir et réagir au mouvement des personnages, inspiraient désormais un sentiment de stabilité et de familiarité. Le manoir restait vivant, mais il avait accepté que ceux qui l'avaient affronté avec courage, intelligence et éthique méritaient d'en comprendre les secrets, même partiellement. Les relations entre les personnages, renforcées par des expériences partagées, trouvèrent un équilibre. Les conflits de méfiance s'apaisèrent, les liens de collaboration se consolidèrent et chacun reconnut l'importance des autres dans la quête du savoir. La tension émotionnelle qui imprégna tout le récit laissa place à un sentiment d'apaisement, même si tous les mystères du passé n'étaient pas entièrement dévoilés. En définitive, l'histoire a clairement démontré que se confronter aux mystères, qu'ils soient historiques, éthiques ou personnels, exige courage, collaboration et responsabilité. Le château de Brissac, avec ses énigmes, ses passages secrets et ses récits qui s'étendent sur plusieurs générations, est resté un témoin silencieux du passé, mais aussi un symbole de la maturité et du dépassement de soi de ceux qui ont osé le percer. Le lecteur conserve un sentiment de conclusion émotionnellement satisfaisante, comprenant que le voyage du protagoniste ne s'est pas terminé par la découverte de documents ou d'artefacts, mais par une transformation personnelle, la résolution des conflits et l'intégration des leçons du passé dans le présent. Des mois plus tard, le château de Brissac reprit son calme habituel, mais avec une atmosphère nouvelle de respect et de vigilance accrue. Clément continuait de consigner chaque découverte, désormais avec la collaboration de François, devenu le gardien responsable des secrets de famille. Jeanne supervisait le catalogage des documents et Marcel patrouillait discrètement les couloirs et les passages, prévenant tout incident.
Le passé demeurait intact dans son ombre, mais le présent montrait que la vérité, confrontée au courage et à l'éthique, pouvait coexister avec le mystère. Le manoir restait énigmatique, mais ceux qui l'avaient affronté en étaient à jamais transformés. Si les mystères du château de Brissac vous ont captivé, c'est à votre tour de poursuivre l'aventure. Partagez vos théories sur les secrets non dévoilés, discutez des dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages, et dites-nous comment vous auriez réagi face aux énigmes du château. Chaque détail de l'histoire éveille la curiosité et invite à la réflexion, et votre participation contribue à entretenir la magie et le suspense qui rendent le château si fascinant. Commentez, partagez et plongez au cœur de ce monde de mystères et de découvertes qui attend ceux qui oseront explorer ses recoins les plus sombres.